ravie de vous retrouver pour cette nouvelle interview LexisNexis consacrée à un sujet qui touche un grand nombre d'avocats, la parentalité aux défis de leur carrière. Un constat alarmant puisque, quelques chiffres, 30% des avocats en moyenne quittent la robe au bout de 10 ans. Constat alarmant mais qui n'est pas nouveau. Nombre d'avocats déplorent aujourd'hui un manque d'équilibre vie privée, vie perso, qui dénoncent aussi des situations parfois ubuesques, peu séduisantes pour une nouvelle génération, beaucoup plus exigeante aujourd'hui sur ce sujet. Mais au-delà de la prise de conscience, la profession s'organise, la profession s'est saisie du sujet. Et à ce titre, je suis ravie d'accueillir Maître Justine Devred. Bonjour Maître Devred, Madame le bâtonnier. Vous êtes avocate au barreau de Senlis, vous êtes ancienne bâtonnière du barreau de Senlis et vice-présidente de la conférence des bâtonniers. Merci de répondre à mes questions. Madame le bâtonnier, première question, fort du constat que j'évoquais en introduction, quels sont, avec votre regard d'avocat, les points de vigilance sur les difficultés rencontrées par les avocats au sujet justement de la parentalité ? Alors tout d'abord, merci beaucoup Marie-Astrid de m'accueillir sur votre plateau pour venir parler de ce sujet ô combien important pour les avocats. J'entends les avocates femmes qui désireraient avoir un enfant, mais également les avocats pères qui souhaitent vivre pleinement leur parentalité. Nous sommes en 2024, il ne vous aura pas échappé que la profession s'est considérablement féminisée, plus de 60% aujourd'hui quasiment, ou en tout cas c'est un chiffre qu'on va atteindre cette année ou l'année prochaine, sont des femmes. Les barreaux donc sont composés de femmes jeunes pour la plupart, qui désirent évidemment composer ou allier une carrière d'avocat et évidemment une vie de maman. Les pères se posent également les questions, savoir s'ils vont pouvoir bénéficier d'un congé de paternité, s'ils vont pouvoir profiter de l'arrivée de leur enfant, mais vous avez aussi toutes les autres formes de parentalité. J'entends les secondes mamans, j'entends les seconds papas, j'entends évidemment les parents qui désireraient adopter, j'entends ceux qui rencontrent des difficultés pour parvenir à ce projet d'enfant. En tout cas, vous comprenez bien que nous avons un panel important et que jusqu'à maintenant, en tout cas jusqu'à il y a une dizaine d'années, c'était peut-être pas un sujet tabou, mais du moins c'était un sujet qui était présent et que l'on n'avait pas pris à bras-le-corps. C'est un sujet de société dans notre profession parce que ça pose la question de l'attractivité de la profession. Vous avez parlé de ces avocates qui quittent la profession, notamment pour avoir une meilleure qualité de vie et notamment une vie personnelle et avoir des enfants tout simplement. Eh bien, je pense qu'il est un défi qui nous appartient de pouvoir, au lieu de leur faire ce choix de renoncement à cette magnifique profession, de les encourager à avoir des enfants et ce de façon heureuse tout en continuant de travailler. Donc, parentalité au sens large. Tout est évoqué. Alors, sur les moyens mis en œuvre maintenant, là, je m'adresse à l'ancienne bâtonnière et la vice-présidente de la conférence des bâtonniers. Quels sont les moyens sur ces sujets dont disposent là les bâtonniers ? Quelles sont concrètement leurs marges de manœuvre ? Alors d'abord, il faut faire le constat des difficultés. Tout à l'heure, je parlais de façon générale sur le départ de ces avocats de la profession. Quelles sont les raisons qui les pousse à partir? Ça va être une avocate, par exemple, collaboratrice libérale, qui va désirer avoir un enfant, ou non d'ailleurs, et qui, en effet, passe son test de grossesse, et s'aperçoit qu'elle est enceinte, et elle va avoir du mal, à oser l'annoncer. Donc, imaginez en amont, quand elle va avoir ce projet d'enfant, elle va se dire, c'est pas le moment. Et en fait, ça sera jamais le moment. Et puis, il y a l'horloge biologique. Et puis, finalement, le jour où elle va vraiment décider de le faire, il sera peut-être trop tard et elle le vivra comme quelque chose de douloureux. Donc, il y a cette difficulté-là, dans le cadre d'une collaboration. Mais également pour un avocat ou une avocate qui serait installé. Qui serait en libéral. Elle a commencé à construire quelque chose, un cabinet, une clientèle, et tout à coup, encore une fois, ce projet d'enfant, la personne va se dire, mais une fois que je serai arrêtée, comment ferais-je pour continuer à assumer mes procédures, mes dossiers, mes plaidoiries, et puis pourrais-je obtenir des renvois si j'ai des dates d'audience qui malheureusement tombent au plus mauvais moment, au moment de la naissance, au moment du congé maternité, au moment du congé paternité, au moment de l'allaitement de mon enfant. Est-ce que ce renvoi sera bien accueilli par la juridiction ? Est-ce qu'il me sera accordé ? Donc, une fois qu'on a vu ces difficultés-là, on se dit concrètement,
qu'est-ce qu'on peut faire en tant que bâtonnier? Eh bien, on a le règlement intérieur de nos barreaux. En France, vous savez, nos 164 barreaux sont tous soumis évidemment aux normes qui régissent la profession, mais sont soumis de façon individuelle. Chacun a son règlement intérieur. Et dans le règlement intérieur d'un barreau, certains barreaux ont commencé à initier cela suite à des malheureuses affaires qui ont un peu défrayé la chronique. On peut ajouter la clause de la priorisation de la femme enceinte en audience sur l'ordre de passage. On peut ensuite, dans les relations bâtonnier-chef de juridiction, essayer de mettre en place des bonnes pratiques. Dans ces relations avocat-magistrat, on peut aussi utiliser la foi du palais pour pouvoir aller en off, parler de cette grossesse dont on n'a pas forcément envie, évidemment, que tout le monde la connaisse, pour dire, écoutez, monsieur le président, je vais formuler une demande de renvoi parce que, sachez-le, je suis enceinte de 3 mois et cette audience fixée à 6 mois va malheureusement très mal tomber. Et donc, d'ores et déjà, je vais formuler cette demande de renvoi et je vous demande de l'accueillir positivement. Le bâtonnier peut œuvrer, évidemment, à faciliter ce dialogue, à faciliter cette communication. Très bien. Donc, sur les moyens dont disposent les bâtonniers, donc on comprend bien que les choses avancent et qu'il y a une réelle prise de conscience. Maintenant, au niveau des avocats, de quels services peuvent-ils disposer justement pour améliorer cette situation? Alors, j'ai envie de vous dire, comme en effet, toutes les personnes qui ne font pas forcément ce métier-là et qui, en effet, se sont posées ces questions-là. Qu'est-ce qui va se passer le jour où je vais accueillir un enfant? Eh bien, ma vie va changer. Je vais devoir m'organiser. Et je vais devoir notamment le faire garder. Et ça va être compliqué. Tous les parents connaissent cette problématique. Les crèches, les nounous. Sauf qu'il y a la problématique de l'horaire, qui n'est pas forcément adapté à notre métier. Ce métier de passion, on le connaît, a des horaires, malheureusement, qui ne sont pas cadrés. Parfois, vous avez une audience qui se termine à des heures tout simplement indécentes. Vous avez des rendez-vous qui se prolongent et la situation est tellement particulière que vous ne pouvez pas y mettre un terme en disant « il faut absolument que j'aille récupérer mon enfant ». Eh bien, certains paros, et je citerai celui de Bordeaux, celui de Marseille, bientôt celui de Paris, ont entrepris des démarches particulièrement courageuses et innovantes en créant des micro-crèches pour accueillir particulièrement les enfants d'avocats. Donc ce sont des micro-crèches qui sont créées par le barreau, parfois les murs ont été acquis par le barreau, en tout cas tout le système est mis en place avec cette perspective particulière, l'accueil d'enfants d'avocats. Une souplesse dans les horaires, une adaptabilité, une possibilité peut-être de faire des jours plus denses et des jours moins denses, puisque nos emplois du temps d'avocats sont collés évidemment aux emplois du temps de nos juridictions en fonction des matières que l'on pratique. Donc vous pouvez être extrêmement pris en début de semaine et avoir un vendredi un peu plus léger qui va vous permettre exceptionnellement d'aller chercher votre enfant plus tôt, voire de ne pas le confier le vendredi parce que vous allez télétravailler, parce que vous savez que vous n'avez pas d'audience le vendredi, tout simplement. Donc une crèche avec une forte adaptation et une forte adaptabilité, je dirais même, pour coller véritablement à la vie d'un avocat, à sa vie de père avocat, de mère avocate. Pour conclure, vous l'aviez évoqué en introduction, parce que derrière cet équilibre vie privée, vie perso, se dessine une autre problématique, qui est l'attractivité de la profession. On constate, nombreux sont les cabinets qui peinent à recruter, l'attractivité de l'entreprise versus l'attractivité de la robe, attractivité aussi des nouvelles générations, mais aussi capacité à faire carrière au sein des cabinets. Quel regard apportez-vous justement sur cette attractivité ? Sur l'attractivité, il me semble que c'est encore un point justement fondamental pour l'avocat de demain. Il faut que l'avocat arrive à trouver une bonne combinaison vie privée, vie pro. Il n'y a pas, malheureusement, enfin voilà, le secret, c'est celui-ci. Il n'y a pas de formule miracle. Cette bonne combinaison, ça va être une conciliation entre des injonctions un peu contraires, un cabinet qui demande une disponibilité, des horaires extensibles, et pour autant, de l'autre côté, une vie personnelle parfaitement épanouie, la possibilité de voir ses enfants grandir, la possibilité de profiter, et tout simplement être bien. Être bien dans sa tête fait de vous un bon avocat. Donc être une bonne mère avocate, un bon père avocat, fait de vous évidemment un meilleur professionnel. Pour cela, à mon avis, nous devons changer. Nous devons dire qu'avoir un enfant n'est plus un problème. Le drame qui s'est passé en audience à Paris avec une consoeur qui a perdu les os en audience ne doit plus se répéter. Les magistrats doivent accueillir ces demandes de renvoi
plus facilement. Donc demain, l'avocat doit se dire qu'avoir un enfant, avoir le projet d'avoir un enfant, va être plus synonyme de joie que de difficulté, que de souffrance, de détresse et pourquoi pas de renoncement. Parce que la vie vaut mieux que ça. Donc un barreau beaucoup plus humain. L'avocat de demain doit être un avocat pleinement épanoui, pleinement heureux et dans un barreau plus humain. Dernière question, alors peut-être volontairement provocatrice, et pardon d'employer un terme marketing. Qu'est-ce que selon vous un barreau attractif ? Alors, un barreau attractif, c'est un barreau qui est composé d'avocats pleinement accomplis et pleinement heureux, évidemment, dans leur profession. Et ça veut dire, avec les moyens d'aujourd'hui, plus de bien-être et une meilleure relation client. Parce que notre intérêt à tous, évidemment, c'est celui du justiciable. Ce sont nos clients, ce sont nos cabinets dans lesquels on se sent bien. La relation client, elle doit être privilégiée. Ça veut dire que c'est du temps, c'est de la concentration pour le client et c'est pour autant moins de temps sur les tâches, on va dire, ingrates, administratives, chronophages. Peut-être que l'intelligence artificielle, qui fait une grande entrée dans nos cabinets, va nous offrir cette formidable opportunité. L'intelligence artificielle va alléger nos charges et va alléger évidemment certaines de nos missions et par conséquent va nous permettre d'avoir plus de temps pour investir cette relation client. Demain, on va pouvoir être un avocat qui négocie, qui a du temps pour s'occuper de son image, le marketing de son cabinet. Et c'est autant d'éléments, de soft skills, qui vont lui permettre de se consacrer davantage à sa vie personnelle et d'être un avocat plus épanoui. Donc plus de temps pour l'humain, pour le client et également à sa vie personnelle. Tout à fait, Marie-Astrid. Merci beaucoup, Madame Le Bâtonnier. Merci d'avoir répondu à mes questions et je vous remercie pour votre attention.